Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 décembre 2021 et je continue ma lecture de Vie et doctrine des philosophes écrit par Will Durant. Et donc c'est à travers ce livre que j'ai découvert la pensée et la philosophie d'Herbert Spencer que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais lu. Et donc, Will Durant en fait une sorte de résumé. C'est ce qu'on retrouve dans les 10 premières vidéos que j'ai réalisées. Et là, j'arrive donc à la conclusion. La dernière lecture s'arrêtait à ce petit passage, mais assez de critiques. Jetons un dernier regard sur l'homme lui-même et considérons-en une perspective plus favorable, la grandeur de son œuvre. Effectivement, la dernière vidéo euh, donc lit une partie assez critique de Will Durant sur la philosophie d'Herbert Spencer. Je vous renvoie à cette dernière vidéo, à cette avant-dernière vidéo. Donc voilà, je continue. Conclusion. Les premiers principes firent de Spencer presque d'emblée le plus grand philosophe de son temps. Le livre fut bientôt traduit dans la plupart des langues européennes, même en Russie, où il eut à subir et à vaincre la censure gouvernementale. Il fut d'abord considéré comme l'exposant philosophique de l'époque, et son influence ne pénétra pas seulement la pensée de l'Europe, mais affecta fortement le mouvement réaliste en art et en littérature. En 1869, Spencer fut tout étonné de voir que les premiers principes avaient été adoptés comme manuel classique par l'université d'Oxford. Chose plus étonnante encore, ses livres, après 1870, commencèrent à lui rapporter assez d'argent pour le libérer de tout souci. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui refusait toutes sortes de mendicité et qui voulait garder sa liberté. Donc ça a dû être extrêmement agréable cette période-là de sa vie. Certains de ses admirateurs lui adressèrent des dons importants que chaque fois il refusa. Quand le tsar Alexandre II visita Londres et manifesta à Lord Derby son désir de voir les savants les plus distingués de l'Angleterre, Derby invita Spencer, Huxley, Tyndall, etc. Les autres se rendirent à l'invitation, mais Spencer la déclina. Il n'avait que très peu d'amis intimes. Aucun homme, écrivait-il, n'est à la hauteur de ses œuvres. Le meilleur de son esprit va dans son ouvrage, en se dégageant de la masse des idées inférieures avec lesquelles il se mélange dans la conversation quotidienne. Eh bien, je pense tout à fait ça. Et cette partie-là, je l'adjoindrai à mon journal biographique, à ma biographie. Assez difficile de trouver mes mots. Je manque d'oxygène, donc j'ai beaucoup de difficultés à trouver le vocabulaire et à parler correctement. Bon, en tout cas, que ça ne m'empêche pas de travailler. Aucun homme, écrivait-il, je relis cela, n'est à la hauteur de ses œuvres. C'est exactement ça. Aucun homme n'est à la hauteur de ses œuvres. Mais c'est beaucoup plus important que ma lecture, ma première lecture. Là, je viens de voir à quel point cette phrase est importante. C'est clair, il n'y a, à part si l'œuvre est vraiment minable, mais aucun homme n'est à la hauteur de ses œuvres, pour peu, au niveau philosophique, pour peu que le philosophe soit, ah, soit éclairé, soit
animé par quelque chose de plus grand que lui. Voilà, Hegel n'est pas à la hauteur de ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est tellement incroyable. Kant, même si ce sont des hommes formidables, même si ce sont des hommes avec des grandes qualités, mais leur œuvre est tellement gigantesque, elle traverse. Quel homme peut d'abord simplement survivre? Qu'est-ce que c'est que les 80 ans de Platon par rapport à l'œuvre qui vit encore 2500 ans après? C'est quand même extraordinaire, c'est quand même incroyable cette chose-là. Donc cette phrase, elle est grandiose. Aucun homme n'est à la hauteur de ses œuvres. Le meilleur de son esprit va dans ses ouvrages. C'est exactement ça. Il n'y a que ce que j'ai écrit qui a quelque chose, qui a un peu d'importance dans mon existence. Au fond de mon cœur, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, même si c'est pas très bien écrit, même si c'est touffu, même si c'est voilà, c'est l'œuvre pas d'un universitaire, mais d'un charpentier de la philosophie, d'un terrassier de la philosophie, d'un grossier philosophe. Mais c'est plus important que ma propre existence. Et ça, je le ressens, mais très fort à l'intérieur de moi. Et donc, ça met une sorte d'humilité extraordinaire, parce que ce qui a été écrit, c'est pas c'est que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Et Spencer, c'était la même chose pour lui. Il sait très bien qu'il était animé par quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Le meilleur de son esprit va dans ses ouvrages en se dégageant de la masse des idées inférieures avec lesquelles il se mélange dans la conversation quotidienne. Oui, ben moi j'en ai même plus de conversation quotidienne, donc les choses sont réglées. Quand on insista pour obtenir audience, il se bouchait les oreilles avec du coton et impassible laissait causer ses visiteurs. Bon, c'était un personnage incroyable quand même quand on y réfléchit. J'aimerais bien avoir ce sale caractère-là. C'est quelque chose qui me plairait, de vivre avec un personnage comme ça à l'intérieur de moi. Malheureusement, je suis trop timide pour ça. Chose étrange, sa renommée s'évanouit presque aussi vite qu'elle était venue. C'est curieux. Il survécut à l'apogée de sa propre gloire et connut dans ces dernières années la tristesse de voir combien ses tirades avaient été impuissantes à arrêter le flot d'une législation paternaliste. Alors pour lui qui ne voulait pas de paternalisme, qui voulait le libéralisme total, le paternalisme est très intéressant finalement en politique. Parce qu'en fait, il s'occupe de ses concitoyens comme de ses enfants. C'est ça, le paternalisme. Et voilà, c'est De Gaulle, c'est les 30 glorieuses en fait. On vit bien sous le paternalisme. Alors après, voilà, c'est peut-être quelque chose d'un peu passéiste, mais voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Là. Il était devenu populaire dans presque toutes les classes de la société. Ben voilà, son caractère fait aussi ça, hein, malheureusement. Les spécialistes scientifiques dont il avait envahi les domaines privilégiés le désapprouvaient tout en le louant timidement. Ils ne voyaient pas tout ce qu'il avait apporté de nouveau et faisaient ressortir ses erreurs. Les évêques de toute confession étaient d'accord pour le vouer aux gémonies. Le parti ouvrier qu'il aimait pour son antimilitarisme se détourna de lui avec colère le jour où il lui dit sa façon de penser sur la politique du socialisme et des associations ouvrières
tandis que les conservateurs qui approuvaient ses vues sur le socialisme l'évitaient en raison de son agnosticisme. C'est un peu ce qui me caractérise aussi, d'une certaine manière, parce que si j'aime par exemple les idées de Mélenchon, je critique le personnage et je suis révolté du fait qu'il lâche pas la, le pouvoir à quelqu'un d'autre, à un jeune qui serait plus à même, quelqu'un d'un peu doux, paisible, tranquille, mais pas avec sa langue dans la poche. Voilà. Si je trouve si je trouve du courage des circonstances au chef de l'État actuel, j'écris aussi de façon extrêmement critique. Je critique les religieux et je critique l'athéisme. Les religieux, voilà, exactement de la même façon, mais avec quand même beaucoup de bienveillance, parce que je suis conscient que tous souffrent de la difficulté de vivre comme n'importe quel être humain. On est tous dans cette souffrance. C'est difficile pour tout le monde de vivre. Et pour Mélenchon, et pour Macron, et pour Zemmour, et pour Le Pen, et pour, voilà, pour tout le monde. C'est comme ça, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Donc, tous ont droit à quand même quelque chose une sorte de respect pour l'engagement, le courage, quelque chose derrière, voilà. Après, les idées sont, certaines me révoltent totalement, et j'aime les choses médianes, les choses centrales, les choses non violentes, les choses non racistes, non agressives, non excessives. Voilà. Mais on doit regarder les choses avec compassion. C'est difficile pour tout le monde de vivre. C'est difficile au sommet de l'État. C'est difficile pour l'homme qui est en prison et qui fait évoluer la société par la transgression, comme je le dis sur la mécanique universelle, et qui ne sait pas pourquoi, et qui ne connaît pas son rôle réellement, qui pense que son rôle est inutile. C'est difficile pour le SDF dans la rue, qui ne comprend pas à quel point il aide la société à évoluer, parce qu'il laisse personne indifférent. Tous les gens qui le croisent, qui le voient, il agit sur leur cœur, il agit sur leur esprit. Même si la mauvaise foi détourne la tête, même si la mauvaise foi rend dur certains êtres humains qui vont dire il a qu'à travailler, voilà, c'est sa faute, etc., des choses comme ça. Eh bien, ce pauvre SDF, il n'aura pas droit à savoir tout le travail qui fait que toute son existence, c'est du travail pour l'humanité. Il agit pour l'humanité, au même titre que le sociologue qui écrit sur son sort, qui écrit sur les SDF, qui écrit sur les... Voilà. Et pareil pour le toxicomane, et pareil pour... Voilà ce que je voulais dire. Je suis plus Tory que n'importe quel Tory, et plus radical que n'importe quel radical, disait-il sérieusement. Il était d'une franchise incorrigible et blessait tous les partis en parlant de tout sans déguiser sa pensée. Après avoir témoigné sa sympathie aux ouvriers exploités par les patrons, il ajoutait que les travailleurs seraient tout aussi exigeants si les rôles étaient intervertis. Et il avait raison, absolument. Voilà, c'est malheureusement l'âme humaine. Maintenant, il avait raison à 80%, parce qu'il y a 20% qui font que il y a une éthique aussi de la classe populaire, de la classe ouvrière. Il y a une éthique, il y a quelque chose, il y a une sorte de morale, il y a une sorte... C'est pour ça que c'est les qualités qui sont chez les ouvriers. Comme il y a des qualités particulières
chez les dirigeants, chez les dominants, chez le chef d'État, les ministres, etc., tous ceux qui se hissent en haut pour faire la politique de l'ensemble. Mais c'est des qualités différentes. Il y a des qualités chez les bourgeois, il y a des qualités chez les ouvriers. Elles sont différentes. Chez les ouvriers, il y a de l'éthique, une sorte d'éthique puissante dans les choses. Dans la bourgeoisie, il y a du courage, il y a de la volonté, il y a peut-être de l'intelligence, des choses comme ça. C'est pour ça que l'idéal, c'est la mixité. C'est pour ça qu'un gouvernement, un système qui fait monter chez les meilleurs, dans l'élite, autant de gens de la classe ouvrière que de gens de la bourgeoisie, c'est extraordinaire. C'est ce qui se passait dans les années 70, dans les années 60, 70, 80, un peu avant 80. Et là, il y avait un échange entre toutes ces qualités. Elles s'infusaient mutuellement. Et le pire qui peut arriver à une société, c'est justement d'être devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire, voilà, il n'y a plus que l'élite qui monte, qui se retrouve aux commandes et qui étudient ensemble à l'ENA, etc., dans ces grandes écoles. Bon, ils ont essayé de changer ça, et c'est pas pour rien qu'ils ont essayé de changer ça. C'est parce que fondamentalement, c'est grave, c'est très grave. C'est-à-dire que ça met de l'inconscience, parce que le milieu bourgeois, s'il vit en autarcie, s'il vit en circuit fermé, s'il n'est pas au contact des autres, il peut être aussi stupide que, et d'ailleurs on le voit, voilà, quand un chef d'État dit des absurdités sur les sans-dents, il suffit de traverser la route, ou des choses comme ça. Mais c'est même pas leur faute, c'est parce qu'ils sont élevés dans quelque chose où ils n'ont pas eu l'éthique à côté d'eux, ils n'ont pas eu l'autre version, la version de ceux qui côtoient les sans-dents, la version de ceux qui traversent la rue et ne trouvent pas leur pitance et leur truc, ou refusent d'aller prendre n'importe quel métier à n'importe quel salaire, avec n'importe quel abus sur sa personne. Et c'est ce qui manque. Et donc, ils sont à plaindre, ces bourgeois qui arrivent à dire des choses idiotes sur les pauvres, parce qu'il est arrivé chef de l'État ou quoi que ce soit, ou qui croit qu'il a une valeur largement au-dessus de tout le monde, ou un bourgeois qui pense que ça, qui doit à lui-même et pas à son origine, pas à ses parents, la fortune et l'éducation sur laquelle il est assis. Donc il avait raison par contre, mais pas à 100%, Spencer. Et après avoir dit sa sympathie pour les femmes, ces pauvres victimes des hommes, il ne manquait pas d'ajouter que les hommes étaient les victimes des femmes, pour autant que cela dépendait d'elles. Voilà, bon, mais oui, il a pas tort non plus sous un certain angle. Mais bon, le combat, pour l'instant, c'est les femmes qui souffrent, c'est les femmes qui sont victimes sur la planète de l'asservissement, dans les pays occidentaux développés, d'être moins payés à travail égal que les hommes. C'est elles qui travaillent, qui ont plus de charges à la maison. C'est elles qui, dans les pays, dans certaines autres civilisations, sont totalement à la merci des hommes, etc. Donc, par pitié, battons-nous du côté des femmes, puisque c'est elles qui ont besoin. Battons-nous du côté des très pauvres, puisque c'est eux qui ont besoin. Battons-nous du côté des immigrés, puisque c'est eux qui en ont besoin, etc. Voilà,
c'est juste une question d'éthique humaine, quoi. C'est juste de l'intelligence affective, du QE, c'est juste ça. Il vieillit dans l'isolement. En vieillissant, son esprit d'opposition s'atténua et ses opinions devinrent plus modérées. Il s'était toujours moqué du roi décoratif de l'Angleterre, mais il en vint à penser qu'il n'était pas plus juste de priver le peuple de son roi que d'enlever à un enfant sa poupée. C'est magnifique. Finalement, il avait beaucoup d'humour sans doute. De même, il comprit que c'était absurde et cruel de troubler la foi traditionnelle là où elle semblait exercer une influence bienfaisante et apporter la consolation. Ben oui, bien sûr, oui, oui, tant mieux. Et heureusement que les, les immigrés, par exemple, ont la religion qui les soutient, qui les, euh, qui les réconforte un peu. Comment vivre. Là, j'ai vu juste avant un reportage de Ina sur la goutte d'or. Je vous le conseille. Voilà, et vous voyez la détresse, la solitude de l'immigré. Comment vivent ces immigrés. Mon père a été un immigré pendant des années, à partir des années 20, quand il a traversé en France, il traversait chaque année pour venir travailler. Voilà, il se retrouvait dans des campements avec d'autres types en solitude alors qu'ils avaient 20 ans et plein de vie, plein de envie d'aimer, envie d'être aimé, envie d'être touché, envie d'être... Et qu'est-ce que c'est Franchement, il n'y a pas... Et comment ces racistes-là qui les regardent comme ça, comment ils n'arrivent pas à, à avoir l'empathie. En fait, c'est juste les racistes, c'est juste des, des, des gens qui ne touchent pas leur empathie, qui n'ont pas touché leur empathie. Et c'est la faute de leurs parents qui les ont éduqués comme des narcissiques. Voilà, c'est tout simple, c'est que ça. Ils ont été éduqués comme s'ils étaient supérieurs, comme si ils pouvaient dire n'importe quoi, et puis même pas ouvrir leur cœur sur les autres, parce qu'ils le voient, ils sont pas bêtes, ils sont intelligents, là, ces mecs-là qui tiennent le haut du pavé, et ces femmes. Ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à voir l'autre. Ils n'arrivent pas à voir. Alors ils prennent 4 ou 5 voyous qui roulent en Mercedes et qui ont l'air d'être heureux ou voilà, de faire les voyous. Ils croient que c'est ça leur bonheur, que c'est pas. Ils n'arrivent même pas à comprendre que ces gens-là issus de l'immigration qui vivent le racisme en permanence, bien souvent, qui sont cantonnés dans des ghettos, souffrent, souffrent, souffrent. Voilà, exactement ce qui se passe. Et c'est qu'une question de défaut d'empathie. En fait, ces tribuns qui arrivent là, racistes, qui se lancent pour devenir chef d'État dans la compétition, en fait, c'est des narcissiques qui ont été créés narcissiques par leurs parents. Voilà, exactement. C'est les parents qui ont fait ces états d'esprit-là. C'est les parents qu'on devrait aller engueuler, leur dire, voilà, vous êtes content de vous, là, d'avoir fabriqué ça. Il finit par se convaincre que les croyances religieuses et les mouvements politiques naissent de besoins et d'impulsions qui sont hors de l'atteinte des attaques intellectuelles. Et il se résigna à voir le monde continuer à tourner sans trop se soucier des lourds volumes qu'il lui avait jetés à la tête. Ça, c'est très beau, qu'il lui avait jeté à la tête. Faisant un retour sur sa difficile carrière, il se jugea bien sot d'avoir recherché la gloire littéraire plutôt que les satisfactions plus faciles de la vie. C'est triste, voilà. Voilà comment... Ça, c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment confiance
en son travail, parce que sinon, il aurait pas eu, il se serait pas jugé sot de ne pas avoir profité de la vie, parce que évidemment, c'est au détriment de faire une œuvre, surtout comme la sienne. Mais moi, je le vois avec la mécanique universelle, ça m'a complètement isolé, voilà, et depuis 20 ans, je ne vis pas d'histoire confortable, je suis pas, voilà, je vis, c'est de la solitude, c'est pas, je vis sans aucune satisfaction facile de la vie. Je pourrais très bien aller vivre dans un pays au soleil avec 3 fois rien, mais sur le bord de mer. Voilà. Je pourrais aller au restaurant, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est. Alors oui, de temps en temps, effectivement, on a ce sentiment-là, mais peut-être que lui, c'était juste un moment où il a eu ce sentiment-là. Mais la plupart du temps, je pense qu'il devait ressentir qu'il avait bien fait de faire cette existence. Quand il mourut en 1903, il en était venu à croire que son œuvre avait été inutile. C'est quand même ça, c'est tragique. Alors espérons que c'était qu'il disait ça juste pour qu'on lui dise mais non, c'est pas vrai, parce que certains états d'esprit ont besoin d'être confirmés comme ça. Mais s'il était convaincu de ça, c'est triste de partir comme ça. Parce que c'est malheureusement le problème de l'athéisme. Parce que si tu crois en du divin, si tu penses que dans l'humanité il y a du divin, si tu penses qu'il y a un sens à l'évolution de l'humanité, un sens spirituel, eh ben tu sais que ton action n'a pas été inutile. Au contraire, elle est là, voilà, et surtout une action comme ça qui est sacrificielle d'une certaine façon. Mais bon, voilà, le SDF, il a une action sacrificielle aussi pour l'humanité. Nous savons maintenant, à n'en pas douter, que cette œuvre ne fut pas vaine, écrit Will Durand. C'est là où Will Durand, voilà un homme qui a de l'empathie. Voilà ce que devraient être nos dirigeants. Voilà ce que devrait. C'est ça en fait. Et je pense que c'était le cas d'un De Gaulle, c'était le cas d'un Pompidou, c'était certainement le cas d'un Giscard d'Estaing d'une certaine façon. C'était des empathiques. Et après, ça s'est arrêté. Le déclin de sa renommée s'explique par la réaction anglo-hegelienne contre le positivisme. Le réveil du libéralisme fera réapparaître Spencer. Alors voilà, la réaction anglo-hegelienne contre le positivisme, c'est-à-dire, oui, il y a eu, c'est un peu spirituel, le spirituel qui a dû s'éveiller. Mais le réveil du libéralisme fera réapparaître Spencer comme le plus grand philosophe anglais de son siècle. Spencer mit la philosophie en contact avec les choses et lui conféra un réalisme à côté duquel la philosophie allemande parut bien pâle et timidement abstraite. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais les deux sont comme les deux hémisphères du cerveau. Il a résumé son époque comme aucun homme ne l'a fait depuis Dante, et il a réalisé de façon si magistrale la coordination d'un si vaste champ de connaissances que la critique est presque réduite au silence devant un tel exploit. Ben oui, c'est clair. Nous sommes, et je ne connais pas son œuvre, nous sommes maintenant sur des sommets que ses luttes et ses labeurs nous ont assurés. Nous semblons être plus haut que lui, parce qu'il nous a dressés sur ses épaules. Un jour viendra quand nous aurons oublié les piqûres de son esprit agressif, où nous lui rendrons davantage justice. Voilà, et ben c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec la mécanique universelle. C'est trop agressif pour que les gens puissent. C'est agressif ça
sans l'être, mais ça critique tellement les dominants, tellement le système, que les gens peuvent pas m'envoyer un petit message. Alors il y a la partie des gens qui, de l'orgueil, il y a l'orgueil des élites universitaires qui, quelques-uns m'ont envoyé des mots très gentils d'ailleurs, extraordinairement bienveillants. Mais la plupart traversent ça et ne s'abaisseraient pas à aller et envoyer un petit mot à quelqu'un qui visiblement ne sait pas écrire, n'a pas fait d'études de philo et d'une manière fait de la philosophie naïve et simpliste et sans voilà. Et je leur en veux pas, c'est tout à fait légitime. Et puis les autres, certains se sentent touchés parce que je critique le système dominant, évidemment. Mais juste pour secouer le cocotier, parce que je sais très bien leur qualité, je sais leur importance dans l'humanité. Ils sont, voilà, tout le monde est important, et même justement, ces racistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont, voilà, ces mouvements xénophobes, racistes, qui commencent à poindre là, eh ben, ils bougent des choses, ils sont, tout a un sens dans cette humanité. Ça n'empêche pas qu'il faut lutter contre, quand on n'est pas d'accord avec ça, mais il faut respecter chacun qui agit pour cette humanité. Et nous agissons tous pour cette humanité. Et donc, nous devons respecter tous les individus qui apparaissent sur cette terre, comme les grandes spiritualités, le judaïsme, le christianisme, l'islam, peut le dire, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Chaque vie est quelque chose de fondamental, d'important. Voilà. Même si de temps en temps ils ont fini par écrire les religions, des choses qui sont obsolètes aujourd'hui. Moi, quand je lis n'importe quel bouquin religieux, ça glisse, je glisse sur ces phrases violentes, racistes ou quoi que ce soit, comme sur une patinoire. Je ne les vois pas, ces phrases-là. Alors, ne les voient que ceux qui veulent les regarder. Mais sinon, l'esprit fait vite la transformation. Il voit vite que c'était, voilà, ça, il resitue ça il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il y a 1700 ans. Voilà, 1300 ans plutôt. Il fait la transformation dans son esprit. Mais évidemment, celui qui veut y voir de la violence, voit de la violence. Celui qui veut voir dans les banlieues ou que des voyous, il verra que des voyous. Celui qui veut voir des familles qui vivent, qui essayent d'être heureuses, qui se rencontrent, qui se voient, des femmes, des hommes qui se battent pour améliorer les conditions, etc., etc., il verra ça. Voilà, chacun voit les choses. En fait, le mal que les gens expriment, c'est le mal qu'ils voient et qu'ils veulent s'arrêter à voir. Voilà. Et c'est uniquement ça. Donc, c'est hémiplégique, ce genre de choses. Et on ne peut pas élire des hémiplégiques. Il faut élire des cerveaux complets. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le peuple ne s'y trompe pas globalement quand on ne le perturbe pas, quand on ne le pervertit pas, quand on n'essaye pas de l'abuser. Il va élire le plus doux, le plus central, le plus voilà, le moins énervé, le moins agressif, le moins violent, le moins méchant. Il va élire celui qui sera le plus consensuel. Parce que le peuple ne se trompe pas. C'est pour ça que la démocratie est une véritable œuvre d'art.
si on n'abuse pas le peuple, si on ne le manipule pas. C'est pour ça que les médias doivent sortir du giron des patronats. On doit sortir à tout prix des girons, les médias du giron des patronats. Parce qu'en fait, c'est hémiplégique à ce moment-là. Et ils vont faire élire des hémiplégiques. Et ils vont faire élire des méchants. Et ils vont faire élire... Et c'est ce qui se passe depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir depuis les années 80. Et ben voilà, il a fait élire des hémiplégiques. Et partout sur la planète, au moins en Occident. Voilà. Bon, et ben c'était la page 434, la fin de Herbert Spencer, c'est fini. Et je me suis rendu compte que Herbert Spencer, personne n'en parle sur YouTube, il n'y a pas de... Même sur France Culture, d'ailleurs je vais écrire à France Culture pour leur dire comment ça se fait que personne parle de Herbert Spencer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a considéré? Il y a quelqu'un qui dit que d'une certaine manière, il aurait été un peu... il aurait fait du galtonisme, quoi. Hein. Ça aurait été un peu... Sa pensée, elle aurait amené à l'eugénisme et peut-être à des pensées radicales. C'est possible quand on voit l'état d'esprit radical un peu qu'il était. Et en fait, un peu borné. C'est ce qui fait qu'il est resté complètement sur sa pensée. Il voulait pas vraiment... Il a fallu qu'il arrive vraiment à un âge très très avancé, qu'il ait plus de testostérone qui l'embête pour choisir pour devenir plus consensuel, plus doux, etc. Donc ces testostéroniques là, on devrait les écarter des pouvoirs. Ou alors on devrait, et quand ils sont philosophes, on devrait aller leur dire voilà, vous devriez prendre des testostérones féminines. Je ne sais pas comment ça peut soigner ces excès qui font que les hommes sont bornés, sont pas souples, quoi, que leur esprit est radical et que tout sauf plutôt mourir que changer d'avis, quoi, d'une certaine façon. Même si, bon voilà, c'est des esprits qui manquent de souplesse. Et la souplesse, c'est la base de la philosophie, à mon sens. Voilà, ben, ça va être la plus longue vidéo. Et j'ai dit beaucoup de choses hétéroclites. Et voilà, ça servira un peu de testament en même temps, certainement, si ce n'est pas détruit avant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année si je n'écris pas entre-temps. Voilà, à tous. Et d'ailleurs, à tous, il n'y a que 1, 2, 3 personnes, 5 personnes qui écoutent ces vidéos pour l'instant. Donc c'est vraiment pour la postérité. Hein, mais en tout cas, merci à ces uniques, à ces résistants, à ces courageux qui arrivent jusqu'au bout dans ces délires un petit peu délirants, oui. Allez, à bientôt, merci.